Ils ont retrouvé le corps de Julie dans un fossé à Bromptonville, à moitié nue, avec des marques de violence dessus. Julie, 27 ans, pas de nouvelles d'elle. On retrouve son véhicule au centre-ville sans elle, accidenté. Étant moi-même incarcéré à l'époque, j'ai vécu au premier degré, ça, si on veut. Faut pas oublier que celui qui a tué Julie, c'est un récidiviste qui venait à peine de sortir de prison pour avoir agressé sexuellement une fille en Gaspésie. Si cet individu-là avait été incarcéré pour 36 mois, il aurait été dans un pénitencier. Et pas seulement que Julie serait vivante aujourd'hui. Si lui, dans sa déviance sexuelle, agressait une autre femme plus tard, il n'y aurait pas de témoin. Et la seule façon qu'il n'y ait pas de témoin pour un violeur, c'est qu'il assassine sa victime puis débarrasse de son corps. Fait que c'est quoi l'émotion quand tu l'as rencontré face à face pour la première fois? Pour lui, les femmes qui ont agressé étaient consentantes. Et ce n'est qu'en tout dernier qu'il a dit « j'ai du remords pour Julie ». Mais jamais il s'est levé debout puis qu'il m'a regardé dans les yeux en disant « je m'excuse ». J'essaie de me placer dans vos souliers. Puis je suis arrivé au procès, puis le père était là. Puis j'ai vu un homme brisé. Je le regarde dans les yeux. Puis à ce moment-là, mon souhait, ça aurait été de dire « ouvrez la porte puis laissez-le me battre ». Ta réaction après le podcast? Sans réaction. On dit souvent qu'on reconnaît l'œuvre de Dieu dans le cœur d'une personne quand on regarde le changement dans cette personne-là. Cet homme-là, j'essayais de l'expliquer qu'est-ce que ça représente un petit peu, puis je disais, c'est comme si un Blood puis un Crip se rencontraient dans un podcast. Tu sais, comme des... Théoriquement, on devrait être des ennemis. Ouais, ben c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il y a Pierre Hugues Boisvenu que lui, sa fille s'est fait assassiner en 2002. Toi, en 2003, t'es rentré en prison, condamné pour meurtre. Fait comme, justement... Puis toi, t'as souvent parlé dans les autres podcasts que toi, t'as fait vivre... Tout ce que t'as fait vivre à la famille de la victime que t'as tuée. Puis lui... Lui, il l'a vécu, mais en dehors de ça, c'est... Écoute, ils en ont passé des politiques, là. Il a été un défenseur des victimes. Ça, c'est génial, puis je lève mon chapeau, mais les politiques qui ont été mis en place dans les pénitenciers, pendant que Harper était premier ministre, je veux dire, ils ont fait beaucoup de travail, puis ils ont changé complètement le milieu carcéral. Pour le meilleur, pour le pire, je pense qu'il n'y a pas un détenu qui dirait que c'est mieux aujourd'hui que c'était avant. Après ça, est-ce qu'il y avait des écarts? Peut-être. Est-ce qu'ils ont resserré des choses? Peut-être. Est-ce que c'était bien? C'est difficile de demander l'opinion des détenus puis de dire que ça va être la meilleure opinion. Tu sais, je pense que si tu demandais aux détenus, la majorité des détenus diraient, ben, ils devraient nous donner de la bière puis amener des filles la fin de semaine. Tu sais, fait que, bon, on en prend puis on en laisse. Mais c'est un homme qui, dans le naturel, là, je sais pas comment je pourrais avoir une connexion avec lui. Puis de passer d'avoir, c'est ça, cette conversation-là, puis d'en sortir avec une admiration pour l'homme, pour sa spiritualité, que je savais même pas. Toi, Saverio, sa caméra, One Way Media, The Church Consists. Ouais. Saverio fait allusion à une citation que je vais sûrement complètement démolir, mais qui dit « Naturellement, non, l'Église consiste de personnes qui, au point de vue naturel, devraient s'haïr, mais qui, pour l'amour de Dieu, s'aiment. » Ou grâce à l'amour de Dieu, s'aiment. Puis moi, c'est ça. Je suis parti, puis... C'est pas for the sake of Christ? Ouais. Je sais pas comment traduire ça en français. For the sake of Christ. J'ai dit pour l'amour. Mais il est parti parce qu'il était pressé, puis il m'a donné juste une petite tape, comme un père donne à son fils, comme si... Puis il a dit « Continue ton bon travail. » Je suis pas quelqu'un qui est fan, tu sais, qui est tant investi dans ce que les gens pensent, mais il a touché mon cœur. Je pense qu'il va aussi toucher le cœur de plusieurs. Puis moi, là, il y a 2 ans, là, je connaissais pas Jésus, là. Puis je pensais que la vie, c'était de la merde parce que j'avais 50 commentaires qui disaient que j'étais un C vidéo YouTube. Puis là, je rencontre quelqu'un qui a perdu ses 2 filles. Parce qu'il y a son autre fille aussi qui est morte 3 ans plus tard d'un accident d'auto. Puis ça met les choses en perspective à quel point comme... Tu sais, parce que tu as parlé un peu dans l'épisode, on a tous d'un trauma, mais à certains niveaux, mais je suis comme, my gosh, c'est rien. Ce que j'ai vécu, c'est rien, tu sais. Puis aussi, ça me rend tellement encore plus de gratitude que tous les membres de ma famille sont encore là, sont vivants, puis sont juste à un téléphone de pouvoir prendre de leurs nouvelles, puis tout. Puis
lui, il n'a pas cette chance-là avec ses 2 filles, tu sais, puis c'est ça. Il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup, que je vais probablement encore complètement démolir, mais qui dit « On ne peut pas mesurer la peine ou le deuil de quelqu'un. » Il dit « Par les lois immuables du monde, la perte d'une couronne par un roi est équivalente à la perte d'une poupée par une petite fille. » Tu sais, on perd quelque chose, tu vis un trauma, c'est toujours trop gros, puis c'est pour ça que c'est traumatisant, tu sais. Fait mais je pense qu'en lui, on a un beau modèle de comment on peut passer à travers les choses. Ça me fait penser à sa comparaison entre la peine et la douleur, que faut vous rester pendant le podcast. Pour de vrai, le sénateur, il y a des bars. Comme si, pour de vrai, wow. Avant d'aller à l'entrevue, je veux juste faire l'invitation à quiconque qui regarde, qui fait partie de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, le fondateur qui était là avec nous. Si vous aussi, vous voulez une tribune, je comprends que c'est inorthodoxe, dû au fait que moi-même, j'ai été condamné pour meurtre. Mais je pense qu'on réussit à avoir des conversations avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'humanité. Puis c'est important que ces histoires-là soient entendues. Des histoires, non seulement pour parler du drame, mais pour parler de la résilience puis de comment Dieu vous a permis de passer à travers tout ça. Fait qu'on vous invite. Puis on aimerait vraiment ça vous recevoir. Fait que c'est quelque chose, vous pouvez nous contacter pour de vrai .talkshow@gmail. Il est dans la description. Fait que... Je pense que les gens y trouvent pas la description parce qu'on se fait toujours envoyer des messages. Comment je peux vous contacter? Mais c'est pas compliqué. Là, tu cliques sur Afficher plus. Là. Ici, c'est pas comment trouver Afficher plus. Il ne saura pas comment se rendre au podcast non plus, au plateau de tournage. Fait que sur ça, à n'importe qui a plus que 28 ans, GNT vous dit... Non, non, mais pour elle, like, subscribe, commenter, c'est un gros podcast. On le sait que vous allez l'aimer, celui-là. On est aussi rendu sur Patreon. Si tu vois ça sur YouTube, c'est parce que c'est sorti 6 semaines plus tôt sur Patreon. Fait que si ça t'intéresse d'avoir les épisodes d'avance, c'est le même contenu, mais 6 semaines d'avance, ça sort sur Patreon. Puis c'est vraiment la meilleure façon de nous encourager, puis d'encourager le partage de la bonne nouvelle. Puis de nous permettre de rester indépendants. All right, c'est tout. Bon épisode. On vous aime. Merci encore d'avoir tune in cette semaine. Alright, gang, on est avec nos 2 fiers commanditaires depuis plus de 7 mois, je pense, les deux, vous nous sponsorez. Presque 1 an même, ça passe vite. Nico Tang, courtier hypothécaire #1 dans l'univers. Puis Victor Saint-Jacques, propriétaire de la compagnie Agency Builder et aussi Trompette Média. Je sais pas si tu te souviens, moi je regarde qu'est-ce qui se passe puis je trouve ça génial parce que je pense à il y a 2 ans presque maintenant. Puis la première fois qu'on a rencontré Nico Tang, tu sais, on était dans un événement. Ouais. À l'époque, on était ensemble avec Trompette Média. Tu faisais combien de chiffre d'affaires à cette époque-là, Nico? Bien, c'est difficile à dire en chiffre d'affaires, mais je faisais peut-être... j'avais financé peut-être 15 à 20 millions en financement à l'époque. Puis j'étais convaincu que je devais pas montrer ma face dans les vidéos. Puis tu te souviens, puis au début, on avait de la misère à essayer de te closer. Puis c'est Vic, finalement, qui a dit, tu sais quoi, embarque avec nous. Ouais, c'est ça. Ben, au début, même là, j'étais pas tant convaincu, mais Vic, il m'a pris par surprise pour 2 vidéos. Puis les 2 vidéos, ils ont fait, je pense, 1 million de vues. Fait que ça, c'était les vidéos de la Tesla? Ouais, la première vidéo qu'on a postée pour Nicolas de sa Tesla, on l'a republié genre 12 fois, je pense. Au total, elle a généré plus que 1 million de vues. Ouais. C'était bon. Puis après ça, on a continué ensemble. Puis là, ça fait 18 mois maintenant qu'on fait le contenu. Fait que toi, Vic, Trompette Média, pour ceux qui savent pas, c'est une compagnie qui fait du marketing à base de vidéos. C'est ce qui est l'acquisition de clients. Fait que des publicités payantes, du contenu organique. Fait que c'est ça qu'on fait pour toutes les entreprises au Québec et les entrepreneurs. Mais vous faites plus juste ça maintenant, parce que là, vous êtes rendu, vous faites du lead gen aussi. Ouais, fait que ça, je dis l'acquisition de clients. Fait que tout ce qui est publicité, tout ce qui est contenu, on fait les 2 services dans le fond pour assurer que nos clients ont un retour sur investissement. Fait que là, toi, Nico, depuis que tu travailles avec Trompette Média, avant, après, c'est quoi les résultats, mettons? C'est des multiples. C'est même pas... c'est pas plus un 20% ou quelque chose, c'est des multiples. C'est sûr que ça m'a fait réaliser à quel point les réseaux sociaux, c'était important. Parce que tu vas aller chercher une clientèle que tu n'aurais jamais pu aller chercher. J'ai des clients que j'aurais jamais pu rencontrer en Abitibi, partout au Québec, à Québec même, puis nous, on est localisés à Montréal. Donc, raconte-nous donc l'anecdote avec la madame que tu as rencontrée qui était venue d'Abitibi pour une conférence. Ouais, je donnais une conférence à Sherbrooke, puis elle a conduit 7 heures, puis elle m'a reconnu parce que j'ai fait le podcast. Fait que sans faire de vidéo, j'aurais jamais pu connecter ou connaître cette personne-là. Mettons qu'on boucle la boucle, mais est-ce que tu aurais même investi dans le podcast si tu n'étais jamais venu avec Trompette Média puis que Victor n'a pas fait exploser tes résultats? J'aurais jamais pensé à investir. Ça aurait été trop loin, tu sais. Comme quand on parle de low hanging fruit, ça aurait été trop loin, ça aurait été trop de steps avant de me rendre jusqu'à là. Fait que mettons les étapes pour le succès, si j'ai bien compris. Trompette Média pour commencer, quand tu blow up big,
pour de vrai, après ça, tu nous sponsors. Ouais. Puis là, t'es vraiment top. Exact. Québec. Ouais, exact. Puis au final, Nicolas, ça fait 18 mois qu'on travaille ensemble maintenant. J'imagine que si tu restes ce temps-là, c'est qu'on fait quand même quelque chose de bien. Ouais, C'est quoi la chose que tu dirais qui t'a fait rester tout ce temps-là, mettons? c'est la constance. C'est sûr qu'on travaille toujours à improve les vidéos. Fait que la constance puis le fait qu'on est toujours actif. Donc peut-être maintenant, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on voyait pas comme les fruits tout de suite, mais là maintenant ça commence à pick up. Puis je veux continuer le pace. Nice. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est votre relation. Parce que c'est toujours toi qui s'est occupé de ces tournages, mais vous avez bâti une relation à travers ça. Ouais. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que les gens ne perçoivent pas, mais de travailler avec une agence, mais tu bâtis une relation, puis je pense que c'est quelque chose que tu fais vraiment bien. Fait que si vous nous regardez, Victor, Trompette Média, vous faites quoi? Rappelle-nous. Qu'est-ce qui est l'acquisition client? Fait que tu as besoin, tu veux commencer à faire des publicités Facebook, Google ou tu veux faire du contenu sur les réseaux sociaux. On s'occupe parce que tu vas chercher plus de clients avec tes médias sociaux. Si tu veux t'acheter une maison, Ouais, si t'as acheté une maison, si t'as besoin de préapprobation, t'as besoin de refinancer, consolider des dettes, Nicolas.mortgages. Alright, bon épisode tout le monde, ça part. Fait que c'est ça, Trompette Média, Victor Saint-Jacques sur Instagram, c'est dans la description. Puis aussi Nicolas.mortgages sur Instagram, c'est là que ça se passe. On retourne au podcast. Let's go! C'est le premier podcast que notre invité arrive autant préparé. Moi, je me trouvais hot avec mon iPad ce temps-ci, mais je me suis fait détrôner. T'as-tu vu ça, T'es équipé, mais c'est un gros podcast. J'ai écouté ton histoire, puis ça m'a rentré dedans. Je te connaissais pas. Manny te connaissait. Moi, je te connaissais pas. J'étais un petit flot de 25 ans. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça brasse. Ça brasse. Fait que comment ça va? Ça va très, très bien. Puis je vous remercie de l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, puis avec les gens qui sont sur le podcast. oui. Ben, merci d'avoir accepté. Moi, je reviens à ça. Je pense que c'est un super bel honneur, puis j'apprécie vraiment. Ben, écoutez, l'honneur est partagé. Merci. Fait que... Commencer peut-être présenter, on dit les petits jeunes de 25 ans. Oui. Connaissent pas. Ben, écoutez, d'abord, je suis quelqu'un qui est originaire d'Abitibi. Donc, je suis le 6e d'une famille de 10 enfants, Ah oui. dont la mère 10. a eu 10 enfants, mais elle a enseigné 35 ans. Donc, vous comprendrez que c'est une famille de travailleurs. Chez nous, mon père avait 3 jobs. Il en est presque mort, d'ailleurs. Donc, en 88, je suis parti d'Abitibi. D'abord, j'ai fait des études universitaires en psychologie. Ensuite, je suis retourné à l'université en 82 pour faire une maîtrise en administration. OK. J'étais alors au gouvernement du Québec comme beau fonctionnaire. Puis c'est eux qui ont dit, bon, tu as un potentiel comme gestionnaire, on va te payer une maîtrise, ce que j'étais faire. Et ensuite, en 88, je suis déménagé à Sherbrooke avec les 3 enfants et ma conjointe pour offrir à nos enfants un choix d'éducation plus grand qu'on a dans les régions isolées. OK. Souvent, dans les régions isolées, comme vous êtes à Rouen ou à Val-d'Or, vous avez une polyvalente. Et si, un exemple, il y a un peu plus de violence, vous n'avez pas le choix d'envoyer vos enfants ailleurs. Donc, on a pris la décision comme couple d'envoyer nos enfants à l'école privée, les 2 plus vieux, du moins. La plus vieille a décidé d'aller à l'école publique. Et c'est de même qu'on a refait notre vie en Estrie. Et en 2002, Isabelle, qui venait d'être promue gérante dans un commerce à Sherbrooke, avait sorti avec ses amis le soir, il la fêtait. Ça fait 23 ans hier. Le 23 juin 2002, Isabelle nous appelle, ma conjointe et moi, on est à Montmagny, on fait de la moto à l'époque. Et elle nous dit, ben on n'a pas de nouvelles depuis Julie, depuis 24 heures. Elle nous a quittés la nuit dernière pour aller ouvrir son magasin tôt le matin au centre d'achat de Sherbrooke, au Carrefour. Puis on a juste retrouvé son véhicule au centre-ville accidenté, puis on ne trouve pas Julie. Donc là, il faut attendre à l'île aux grues parce que le traversée, c'est à tous les 6 heures. Donc, on est resté 6 heures sur l'île à attendre, prendre le traversée sans venir. Fait que vous imaginez tout ce qui nous passe par le C'est ça ma question. Ah, Comment on reçoit cet appel-là d'abord? C'est quoi le... Écoutez, on est parti en moto, il était à peu près 9 h le soir, puis on est rentré à Sherbrooke à comme 11 h 30. Puis tout ce que je voyais sur la moto, parce que la moto, on était à l'air libre, c'était la ligne blanche dans le milieu. Des lignes pointilleuses qui défilent. Puis c'était comme si c'était la vie de Julie qui défilait devant moi, parce que je me disais, Julie, 27 ans, pas de nouvelles d'elle, on retrouve son véhicule qui était la prunelle de ses yeux au centre-ville sans elle, accidenté, alors que dès qu'il y avait un petit accrochage, Isabelle elle appelait tout le temps son papa, « Papa, j'ai un problème, viens me chercher, viens m'aider. » Là, pas de nouvelles. Il y avait quelque chose de grave dans ma tête qui s'était passé. Je pose la question, puis je la pose
avec justesse, si on veut, mais est-ce qu'on imagine le pire sans imaginer c'est quoi le pire? Le soir du 23, les policiers étaient déjà au courant de la disparition de Julie. Ils nous ont demandé de rencontrer les policiers au poste de police de Sherbrooke quand on était à 11h30 le soir. Puis je me souviens, les policiers m'ont dit « On va tout faire pour retrouver Julie ». J'ai dit aux policiers « Je ne cherchais pas Julie Villard, je cherchais son corps. » Parce qu'une fille à 27 ans qui est épanouie, qui réussit, elle ne disparaît pas de même. Mais on garde toujours l'espoir. Puis on était quand même plusieurs jours à chercher son corps. Et là, on était à la maison, entouré des amis. Puis on savait des téléphones partout au Québec, des gens qui avaient vu Julie à Sept-Îles, qui avaient vu Julie en Abitibi. C'était à tous les heures, on recevait un appel. Comment vous expliquez ça? Bien, les gens veulent d'abord vous aider, mais ils voient une personne, puis ont l'impression qu'il y a une ressemblance. Il y a même un monsieur de Magog qui m'appelle, qui me dit « J'ai vu Julie, elle demandait une cigarette et je lui ai donné mon paquet de cigarettes, telle rue. » J'avais toujours ma réponse. « Mais pourquoi vous n'avez pas appelé les policiers? Ouais. » Fait que de fil en aiguille, jusqu'au 4 ou 5 janvier, l'enquêteur, Maître Campagnard, rentre dans... L'enquêteur de police, pas Campagnard, un autre nom, rentre dans la cour, puis je sais qu'il vient nous annoncer quelque chose En janvier, on est rendu... Non, excuse-moi, en juillet. En juillet, OK. Le 3 ou 4 juillet. 10 jours environ. 10 jours. Ouais. Et il rentre dans... Je le vois rentrer, puis j'étais avec mon ami Denis, on était en train de faire des réparations à la maison, puis je sais qu'il vient nous annoncer qu'il avait retrouvé Julie. Puis effectivement, c'est une annonce. Ils ont retrouvé le corps de Julie dans un fossé à Bromptonville, à moitié nu, avec des marques de violence dessus. C'est quoi la réaction? C'est quoi la réaction? D'abord, toute la semaine que je cherchais le corps, on cherchait le corps de Julie. Julie était très présente dans ma vie, puis j'étais très important pour elle aussi. Parce qu'à la maison, c'était le fils à maman, puis les filles à papa. Puis Julie avait eu des difficultés quand elle était plus jeune, un peu rebelle, très rebelle même. Puis j'avais été un peu le tampon entre la mère et la fille. Puis à 19 ans, Julie avait comme switché, puis était devenue sérieuse, avait repris ses études. Puis là, elle avait vraiment trouvé sa voie dans la vente. Et toute la semaine qu'on cherchait son corps, Julie était constamment dans la chambre, comme assise sur le bord du lit. Je la sentais, puis elle me disait tout le temps, « Dis à maman que je suis bien. Papa, je suis bien où je suis là, puis je vais te donner une mission. » C'était ça toute la semaine. Donc, c'était déjà clair à ce moment-là que c'était devenu une mission. Lorsqu'on est venu annoncer qu'on avait trouvé son corps, qui était décédé, évidemment, c'est là qu'elle me dit, le soir qu'on a retrouvé le corps, « Monsieur Sachiv, moi, je fais une prière tous les soirs. » Puis je dis à Dieu, c'est pas ça qu'on voulait. On la voulait vivante. Mais c'est ça que Julie voulait. Parce que j'ai toujours dit que les enfants choisissent leurs parents. Fait que quelque part, Julie, lorsque son âme est venue au monde, elle savait qui était son père, qui était sa mère. Ouais. Puis c'est comme si elle savait aussi, avant de venir au monde, sa mission. Et c'est là que j'ai compris que sa mort était liée à la mission qu'elle me donnait. Je pose la question juste avant de continuer. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupait ou qui vous intéressait un petit peu avant? Bien, moi, j'étais un peu dans des affaires juridiques parce que j'étais, à ce moment-là, directeur du ministère de l'Environnement. J'avais été 15 ans au ministère de la Faune à gérer des agents de la paix. J'étais dans le club des Blue Knights, qui est le club des motards policiers. Donc, j'étais près de ce monde-là. Okay. Puis comme j'étais aussi directeur des agents de conservation de la faune, j'étais aussi agent de la paix par mes fonctions. Donc, c'est un monde que je connaissais un peu. Il y avait une prédisposition. Vous avez le bon mot. Julie savait, qu'en me choisissant, c'est quelqu'un qui connaissait l'appareil public, qui connaissait un peu le monde juridique, puis j'étais préparé à être pris avec cette mission-là. Puis c'est de même que j'ai jamais regardé en arrière. Julie t'a décidé, elle m'avait emmené ailleurs, je n'ai jamais regardé en arrière. Je n'ai jamais resté dans ce drame-là. Que je savais que Julie voulait me voir ailleurs, puis donner un sens à la violence faite aux femmes, puis surtout qu'il y ait un discours d'homme dans la violence faite aux femmes. Parce que 90 des personnes qui agressent les femmes, c'est des hommes. Et on a toujours entendu des femmes parler de violence. Très peu d'hommes
se sont impliqués là-dedans. Puis c'était la mission que Julie venait de me donner en laissant sa mort, en laissant sa vie sur Terre. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cette voix d'homme-là, dans cette conversation-là? Qu'est-ce que ça amène? Cette voix d'homme-là, elle a pris tout son sens lorsqu'on a créé l'association parce qu'il y a eu le procès. Durant le procès, le criminel, il y a eu beaucoup de changements. Le procès est parti de Sherbrooke à Montréal. Ce sont les médias qui nous ont informés. Il a décidé de changer d'avocat. C'est les médias qui nous ont informés. Jamais l'avocat de la Couronne nous a informés des changements. Et à un moment donné, j'ai eu une rencontre avec l'avocat de la Couronne. J'ai dit, vous êtes notre avocat, pourquoi vous ne nous informez pas? Le criminel, on lui a dit, tu as le droit de garder silence, tu as le droit à un avocat, mais nous, la famille de victimes, c'est pas parce que Julie est décédée qu'on n'a pas le droit de parole. Il a dit, non, je ne suis pas votre avocat. Je suis l'avocat de la Couronne, du gouvernement. J'ai dit, donc, on n'est pas représenté dans le système de justice. Il dit, non, moi, je représente Julie. Donc, c'est là que j'ai vu que les familles, lorsqu'une personne est assassinée, n'ont pas de droit dans le système judiciaire. Moi, je vais en parler de mon point de vue parce que je me souviens de ces événements-là. Puis, étant moi-même incarcéré à l'époque, j'ai vécu au premier degré, ça, si on veut. Puis c'est vrai que c'était une question qui n'avait jamais été posée auparavant. Non. C'est devenu un enjeu, puis vous avez été un fervent défenseur de ça, puis pas juste pour vous, mais pour tout le monde. Puis rapidement, il y a des gens qui... Tu sais, il y avait comme un leader, puis là, il y a plein de gens qui ont comme trouvé leur voix à travers vous, puis qui ont dit, OK, on veut cette voix-là aussi, puis il y a un manque flagrant là, tu sais, puis je pense que à travers le temps, il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies. C'est vrai, tu sais, cette perception-là que qui me défend, moi? Quand vous êtes une victime survivante, vous êtes un témoin pour le ministère de la Justice. On prend soin de vous. Mais quand vous êtes un parent d'un enfant qui a été assassiné, vous n'êtes pas un témoin. Exact. Donc, on n'a pas besoin de votre voix dans le système de justice. Et on n'a surtout pas la voix de la personne qui est assassinée. On lui a volé cette voix-là. Toute la place est mise pour le procès du criminel. Oui. Moi, je suis tout à fait pour ces droits-là. Mais il y avait comme une espèce de déséquilibre entre les droits du criminel, qui est constamment assuré par un avocat, et les victimes, les proches de victimes, qui sont même pas reconnus comme victimes, parce que nous, tout ce qu'on a eu le droit lorsque Julie est assassinée, c'est un chèque de 600 $ pour enterrer Julie, alors que ça nous a coûté 8 000. Comment on se sent quand on reçoit ce chèque-là, quand on se fait dire, Monsieur Boisvenu, on a un chèque de 600 $ pour vous, pour votre fille? C'était honteux. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce qu'on a eu le droit de la part du gouvernement, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui a tué Julie, c'est un récidiviste qui venait à peine de sortir de prison pour avoir agressé sexuellement une fille en Gaspésie, puis elle s'était sauvée parce qu'elle était intoxiquée. Donc, je me dis, le gouvernement avait une responsabilité, cet individu-là. Mm-hmm. Pourquoi qu'on l'a libéré? Il y a eu 2 sentences de 18 mois en 2019 et il a été libéré après 3 mois. Comment ça, hein? Bien, parce que le juge a dit les 2 sentences de 18 mois qui faisaient 36, tu vas les faire en même temps. Donc, les 2 sentences sont parties en même temps. Puis au Québec, on libère encore au S6e, même pour les crimes contre la personne. Donc, il a fait 3 mois sur 18. Donc, pour moi, j'ai dit, le système de la prison a dû être très performante sur le plan de réhabilitation si on le remet dehors si rapidement que ça. Et je pense que ça a été la première cause du meurtre de Julie, parce que si cet individu-là avait été incarcéré pour 36 mois, il aurait été dans un pénitencier. On l'aurait évalué. Il y aurait eu possiblement des programmes sur son problème d'intoxication, sur son problème de déviance sexuelle. Et possiblement que Julie serait vivante aujourd'hui. Mais le fait qu'il fasse 18 mois et qu'on le libère après 3, le système, moi je me disais, le système carcéral a une responsabilité. Comment ça qu'à ce moment-là, le seul soutien qu'on a comme famille, c'est un chèque de 600 $. Donc, c'est cette espèce de déséquilibre qui m'a mis, dans le fond, comme en route pour dire, bien, il va falloir se battre. All right, salut Mel! Salut! Je suis ici pour m'acheter une propriété. Je veux savoir, c'est quoi les choix qui s'offrent à moi? En fait, tu as 3 grandes catégories de propriétés. Jay, tu as le condo, tu as l'unifamilial, puis tu as le multilogement. OK. Puis c'est quoi, mettons, ça, les avantages et les désavantages de chacun? Tu veux vraiment savoir, Jay? Je te montre. Est-ce que tu reconnais cette propriété, Jay? C'est un condo. Bravo! Quand tu achètes un condo, dans le fond, là, c'est que tranquillité d'esprit, les commodités à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit piscine, gym, ascenseur, et surtout proximité des transports en commun, de tout le kit. C'est plus une vie urbaine
OK. Donc, ça, c'est vraiment les avantages. Les désavantages, par contre, en plus de payer ton hypothèque, tu vas payer des frais de condo. Des fois, ça varie entre 200 et 500 $ de plus par mois. Quand même. As-tu la capacité de payer ça? Ben, c'est quand même beaucoup, tu sais. Exactement. Oui, tu as moins d'ouvrages, mais ça coûte plus cher. OK. Puis mettons l'unifamilial, ça ressemble à quoi? Ben, justement, j'ai une belle photo ici. Ouais. Ouais, tu connais une unifamiliale? Bon. Nice. Mais les avantages d'un unifamilial, c'est sûr, c'est la tranquillité d'esprit. Puis vraiment aussi de faire ce que tu veux, quand tu veux. Ça, c'est vraiment... Ça, on aime ça. Les désavantages, à moins 30 l'hiver, ça t'appelle. Ça, on aime moins ça. Ça, on aime moins ça. Puis c'est sûr aussi que il y a le gazon, il y a les réparations, il y a plein de choses qu'il faut que tu prennes en ligne de compte. Fait que c'est beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien, 100 à ta charge. Mais c'est sûr que tu peux avoir des gens qui le font pour toi, mais ça coûte de l'argent aussi. Ouais. OK. Puis le troisième choix, C'est un multilogement. c'est quoi ça? Ben, un multilogement, dans le fond, c'est un duplex, triplex, quatreplex. OK. Le plus gros avantage, c'est que les frais sont déductibles d'impôts et aussi, ça t'aide à payer ton hypothèque parce que là, tu as des revenus qui rentrent. Ouais, les gens payent des loyers. Exactement. Fait que ça, c'est super intéressant. Fait que ça booste ton esprit d'entrepreneuriat. Ouais. Ça, on aime ça. Mais là, le désavantage. Ben, le désavantage, c'est que, mettons, tu as peut-être un locataire qui est un petit peu, comment je pourrais dire, troublant, fatigant. Il y a plus de charges sur tes épaules, disons. Fait que, et voilà. Toi, tu irais plus vers quel type, tu penses, Jay? Ben, ça m'intéresse le plex, mais honnêtement, je pense que je veux une famille dans pas long. Fait que moi, j'irais avec un unifamilial. Non, praise the Lord. Ah, ouais, si tu veux une famille, c'est bien. Ouais, je suis Vraiment. rendu là dans ma vie. C'est vraiment bien, hein? T'as changé, c'est bon. Ouais, hein? Fait qu'on s'en va là? Oui, exactement. Let's Let's go. go! Dispo Mel répond à vos appels. Est-ce que c'est vous qui faites les recherches? Tu sais, comme on remonte à il y a quand même 25, presque 20 ans, 23 ans. L'information est peut-être moins accessible, on savait moins comment aller la chercher, mais c'est quand est-ce que vous réalisez que ce gars-là, c'est un récidiviste? C'est les policiers qui vous en parlent? Comment on... J'ai un ami qui est avocat à Sherbrooke à ce moment-là, et je lui dis, tu vas me faire des recherches. OK. Tu fasses des recherches. Fait que là, Donc, déjà, il y a un désir. Il était chercher le plumitif. Le plumitif, on a eu le jugement du cours de l'avocat, je pense que c'était Bellavance, qui était l'avocat qui l'a condamné en 2000, En 2019. pas 19, en 1999. Ah, 99, oui, excusez. Et c'est là que j'ai vu l'information comme quoi qu'il avait agressé sexuellement une femme en Gaspésie, qui avait fait des délits avant, 95, 96, des problèmes de boisson, des problèmes de non-respect des ordonnances de cours. Donc, ça faisait à peu près, à cette époque-là, 7-8 ans qu'il était dans un parcours criminel là, qui faisait en sorte que ses gestes posés étaient de plus en plus graves. Fait que c'est certain que la jeune fille qui s'est fait agresser en Gaspésie, qui a réussi à se sauver, si lui, dans sa déviance sexuelle, agressait une autre femme plus tard, il n'y aurait pas de témoin. Mm. Et la seule façon qu'il n'y ait pas de témoin pour un violeur, c'est qu'il assassine sa victime puis débarrasse de son corps. Avez-vous déjà rencontré cette fille-là en Gaspésie? Non, mais durant les procédures récentes au niveau des libérations conditionnelles, cette dame-là, qui est son ex-conjoint, est rentrée en contact avec moi. Le nouveau conjoint de cette dame-là, est rentré en contact avec... Parce qu'il faut comprendre qu'une fois qu'il a assassiné Julie, il est parti à Lennoxville où il demeurait avec sa conjointe de l'époque, qui est enceinte de 3 mois. Fait que moi, je l'ai connu lorsque j'étais nommé sénateur. Lui a demandé que sa fille vienne le visiter au pénitencier de la Macasa. C'est sûr qu'elle a refusé. La mère. La mère. Pas question, bon. Ouais. Et elle s'est adressée à mon bureau pour avoir une déchéance parentale. Et mon bureau, j'avais un avocat qui travaillait à mon bureau. On lui a offert le service et on a obtenu une déchéance parentale. Ça, c'est une question. Parce que si la mère ne s'oppose pas, si la mère est d'accord, l'enfant vient. Oui. Parce que je suis pour le fait que les enfants voient leur père. Tu sais. Oui, absolument, absolument. Mais tu te retrouves dans une situation comme ça. Comment on fixe le cadre? C'est une question lourde. Bien, c'est sûr qu'un enfant qui apprend à 6 ou 7 ans que son père a agressé toute sa vie des femmes, parce que même sa conjointe, moi j'ai appris là, des procédures récentes, a été agressée par lui aussi. Mm. D'autres femmes qui sont venues avant dans sa vie ont été agressées sexuellement. Donc, il y a un problème de déviance. C'est sûr qu'un enfant qui apprend ça à 6-7 ans, que son père a tué une femme, que sa mère a été agressée par elle, que d'autres femmes ont été agressées, un enfant à 6-7 ans ne peut pas assumer cette information-là.
Fait que l'emmener dans un pénitencier, visiter son père, c'est sûr que l'enfant va dire « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? » Tu ne peux pas cacher la vérité tout le temps à un enfant. Ouais. Donc, moi, je suis pour qu'un enfant puisse voir son père criminalisé ou incarcéré, à un âge où il peut assumer de l'information. Sinon, ça va être un traumatisme pour la vie. Ça demeure. Tu sais, moi, j'en ai parlé à plusieurs reprises de ça, mais quand on est perdu dans la criminalité, puis quand on justifie cette criminalité-là, puis tu sais, c'est un appel que je fais souvent aux gens qui nous regardent puis qui sont peut-être pris dans ce monde-là, mais les conséquences. Tu sais, ce gars-là, aussi déviant soit-il, tu sais, souvent, on est prêt à gâcher la vie de tout le monde, mais nos proches, aussi antisocial soit-on, nos proches nous tiennent à cœur, tu sais. Cette petite fille-là qui doit grandir, il est où ton père? Tu sais, on l'a fait le podcast avec... Il est où ton père? Quel poids que cet homme-là a imposé. Son enfant. Ouais. Je ne veux pas être trop loin dans l'histoire, mais aussi, il y a eu, il y a quelques mois, si je ne me trompe pas, tu l'as rencontré. Ouais. Parce que lui, il a le droit de faire sa demande de libération conditionnelle. Il va être admissible dans 3-4 ans environ. Il est là, non? Non, c'est 3 ans avant. C'est à 20... Là, actuellement, ce qu'il a fait comme demande, c'est d'aller visiter sa famille en Gaspésie parce que son jeune frère s'est suicidé. Et de demander une autorisation pour aller visiter un minimum. Okay. Parce que l'an dernier, il avait demandé un transfert dans un minimum qui était refusé. Donc là, il a fait une demande par la porte d'en arrière pour aller visiter. Mais on sait que ce qu'il veut, c'est se retrouver dans un centre de ressourcement autochtone parce qu'il s'est autoproclamé autochtone. OK. Puis comme il s'est autoproclamé autochtone, il pourrait être transféré dans un centre de ressourcement autochtone où les conditions sont beaucoup moins sévères qu'un pénitencier, par exemple. Moi, je vais prendre cette balle-là au bon. Autoproclamé autochtone. Est-ce que vous en savez un petit peu plus? T'sais, moi, j'en ai vu de ça. Dans les prisons, il y a beaucoup de ça parce qu'il y a des programmes qui sont en place pour des minorités, si on veut, des groupes qui ont été désavantagés historiquement. Ouais. Fait que, après, on pourra parler à quel point c'est nécessaire d'avoir ces choses-là, mais je pense que dans certaines mesures, je pense qu'il y a un côté positif à tout ça. Le fait que des gens s'autoproclament, on l'a vu, je pense, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, le gouvernement du Québec qui a décidé de mettre un terme au choix du sexe par le détenu. Mais je comprends pas autoproclamer. Genre, moi, je pourrais m'autoproclamer noir. Oui, tu vas être considéré comme noir. Mais sauf que c'est toujours voulu être light skin. Let's go! Mais sauf que ce droit-là n'est applicable qu'aux pénitenciers. Une fois que tu sors du pénitencier, tu ne gardes pas ce droit-là. Donc, il y a quelque chose d'un peu absurde. Ouais, parce que normalement, si tu es autochtone puis tu es incarcéré, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'Autochtones en prison. Mm-hmm. Pas moins de Blancs autochtones. Tu comprends? Et c'est une forme de manipulation du système. Et actuellement, au Canada, il y a à peu près 1000 à 1200 incarcérés au fédéral, dans le pénitencier, qui se sont autoproclamés autochtones. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de la petite McClintic, pas la petite, McClintic qui assassine une petite jeune fille dans le bout de Toronto. Elle est condamnée à un maximum parce qu'elle a violé la petite fille. C'était une femme ou un homme? Une femme? Femme. Il a violé la petite fille avec son mari. Donc, la petite fille de 7 ans a été assassinée. Elle se retrouve dans un maximum, dans le bout de Toronto. Et à peu près 2 ans après, normalement, ils peuvent aller dans le médium. Et elle demande d'aller dans un centre minimum 2 ans après le meurtre. Donc, on la transfère dans un minimum de source de recensement autochtone. Fait que même pas une institution fédérale. Là, même pas. OK. Et elle se retrouve là 2 ans après avoir commis le meurtre. Ça n'a aucun sens. Alors que normalement, si tu commets un meurtre aussi crapuleux, tu ne peux pas avoir un privilège. Parce que pour moi, c'est un droit de le demander, mais c'est un privilège de l'obtenir. C'est ça qu'il faut faire une distinction des pénitenciers. C'est comme la roulotte en arrière, c'est comme la formation, c'est comme n'importe quoi. Tu as le droit de demander tout ce que tu veux. Mais lorsqu'on te le donne, c'est un privilège parce que ta conduite, elle est irréprochable. Mais quand ça devient un automatisme, surtout depuis l'adoption de la loi 83, c'est maintenant des automatismes des pénitenciers fédéraux parce qu'il faut que l'incarcération soit la moins contraignante possible sur les détenus. Donc, bon, peut-être définir. Oui, on y reviendra plus tard, mettons. On va te laisser guider. Ben, c'était comment quand tu l'as rencontré? Parce que je sais que, mettons, j'ai écouté une entrevue, tu disais s'il était blanc, je pourrais pas y poser des questions, mais là, vu que c'est autoproclamé autochtone, là, tu pouvais y poser des questions. Ben, on m'a refusé. OK.
Parce que dès le départ de l'audience, il y avait 30 personnes qui étaient en vidéoconférence, dont une vingtaine de personnes de ma famille, des amis, l'association, etc. Puis il y avait à peu près 10 médias. Mais on est assis en cercle, hein? Donc, c'était par visioconférence ou vous étiez en personne? En personne, mais les gens qui Ah, c'est un cercle, oui, c'est un cercle. C'est un cercle. Les Autochtones, oui. Exactement. Puis moi, il est assis là, même distance que ça. Sauf qu'ils prennent le micro et ils le mettent sur le plancher. Donc, je pose, c'est la première fois que vous le voyez depuis Deuxième le fois. procès? Deuxième fois, parce qu'au mois de mars, le 12 mars, j'étais aussi à la commission. Sauf que dès que ça a commencé, son avocate a demandé un report parce qu'il y avait de l'information qu'il n'avait pas reçue dans un délai de 2 semaines. OK. Donc, c'était reporté au mois de mai. OK. Au mois de mai, il l'a reporté au mois de juin. Parce qu'il faut comprendre que tous les droits, à savoir quand une audience peut avoir lieu ou elle peut avoir être remis, elle appartient au criminel. Oui. La victime peut être malade cette journée-là. La commission va dire non, on tient quand même l'audience. Avec vous ou sans vous. Ben, ma question à ce niveau-là, est-ce que je me trompe ou si la victime n'a pas de droit de parole dans une audience régulière? Elle a le droit de prononcer une déclaration. OK. Mais le dernier qui prononce un discours, c'est le criminel. Il peut dire n'importe quoi, mais la victime ne peut pas réagir à ce qu'il dit. À ce qui a été dit, d'accord. Et durant l'audience, celle-là, à 5 reprises, les commissaires ont demandé aux détenus « Avez-vous d'autres choses à ajouter? » Jamais on m'a demandé « Monsieur Boisvenu, avez-vous d'autres choses à ajouter? » Donc, moi, au début, lorsque le micro est arrivé et que les gens ne comprenaient pas, ma déclaration avait été faite. Mais les médias ne l'avaient pas entendue. OK. Donc, on dit « Il faut changer le système de son. » Ils ont changé le système de son, ils ont mis le micro sur la table plutôt que sur le plancher. Et j'ai dû reprendre ma déclaration. Donc, vous imaginez une déclaration qui dure à peu près 15-20 minutes, qui vous demande toute l'énergie et l'émotivité pour le faire. Vous devez le refaire une deuxième fois. Et là, j'ai eu, avec la commission, un discours, pas un discours, je me suis assigné en disant, si le détenu peut reporter l'audience parce qu'il est brimé dans un droit d'avoir été informé et non dans des délais, moi, je trouve que devoir reprendre ma déclaration, ça brime mon droit comme victime. Je veux remettre l'audience. Et là, on s'est assigné pendant une dizaine de minutes. Après ça, elle me dit, « Monsieur Boisvenu, on tient l'audience, avec vous ou sans vous? » Mais, donc, je pose la question d'un point de vue légal. Parce que ce qui est évalué, il est déjà reconnu coupable. Donc, ce qu'on évalue, c'est le risque. Oui. C'est ça. Je comprends l'idée de repousser ça. Je ne serais pas... L'ayant vécu inversement, moi-même, je suis passé aux libérations conditionnelles, donc il y a un point incroyable. Moi, j'ai eu la chance, les victimes ne se sont pas présentées. Ouais. Mais je ne sais pas comment on balance ces deux choses. Je comprends absolument ce que vous dites. Bien, j'ai un projet de loi que j'ai déposé au Sénat pour avoir un équilibre. Faire en sorte que si le criminel peut échanger avec les commissaires, les victimes devraient avoir le droit d'échanger avec les commissaires. Puis est-ce que c'est pertinent, sachant que vous ne l'avez pas vu au cours des 20 dernières années, mettons? C'est aussi pertinent que lui n'a pas vu les victimes depuis 23 ans. Mm-hmm. C'est pas une raison. La raison est que, un exemple, je donne l'exemple tantôt, si la victime n'est pas... Le matin même, veut dire la victime, c'est trop traumatisant pour elle, elle n'est pas capable. Puis elle a dit, je ne suis pas capable. Elle ne peut pas remettre l'audience. Le criminel qui va dire la même chose, je ne suis pas capable, je ne veux pas confronter avec la famille, je veux remettre l'audience, on va remettre. Oui, c'est vrai. Tu comprends? 100%. C'est là que les choses ne sont pas tout à fait justes. L'avocat est représenté par un avocat, par un psychologue, par le traitant au service correctionnel et par des aidants naturels. La victime, elle est toute seule. Ouais. Pourquoi on n'offre pas le service d'un avocat à la victime pour qu'elle comprenne? Parce que le soutien qu'on nous donne de la commission... Moi, ça va être ma question. C'est combien on vous explique? À quel point vous rentrez là-dedans? On nous dit quand est-ce que ça va avoir lieu, à quelle heure, puis où. C'est tout ce qu'on a comme histoire. Puis à quel point est-ce que vous êtes gardé au courant du procès? Parce que là, tu sais, je posais la question, tu sais, à quel point c'est pertinent si vous ne savez pas ce qui s'est passé dans les dernières années. À quel point est-ce qu'on vous partage ça? C'est-à-dire, vous le savez, parce que c'est secret dans le fond. Lorsque vous inscrivez au registre des victimes, on va vous informer tout au long de son parcours. C'est vrai, oui. On va vous donner des informations sur est-ce qu'il a réussi ou pas ses programmes. On ne vous donnera pas le résultat. On dit juste la cote. Et à la fin, avant qu'il se passe comme ça, vous avez un bilan qui est très, très sommaire. Oui. OK, bon. Un exemple, lorsqu'on s'est présenté à la commission la dernière fois, le commissaire, un des commissaires, a sorti une évaluation faite par Pinel 2 ans avant l'audience. J'ai jamais eu copie de ça. OK.
dans lequel le Pinel dit « Monsieur, depuis 23 ans, ne fait aucun progrès au niveau de sa déviance et surtout aucun progrès au niveau de sa déviance Ces facteurs de et son risque. fantasme sexuel de blesser des femmes en les violant. » C'est comment qu'ils font pour évaluer ça? À Pinel, Test. c'est des psychologues et des psychiatres. Ok, Ils vont c'est passer une semaine OK. à Pinel, puis ils vont l'évaluer. Là, ils ont des outils actuariels là, pour évaluer ça. Là, puis, J'essaie de le voir. Moi j'ai vécu une réhabilitation, une incarcération en 2 temps. La première partie, 0 remise en question. C'est moi le pauvre gars qui s'est fait mettre dans une cage. À un moment donné, il y a une première prise de conscience. Après ça, j'ai une rencontre avec Dieu, puis là, les choses s'accélèrent. Puis là, j'ai un parcours qui va super bien, puis je me mets à respecter l'autorité, puis je me mets à faire ce que j'ai à faire, puis je réponds aux critères, puis bon, ce qu'on appelle le cascadé. Ouais. Tu sais, on descend, ça se passe bien. Puis en même temps, j'ai une famille de victimes qui n'est pas impliquée. J'ai comme cette perception-là qui est différente, si on veut. Tu sais. Et j'essaie de me placer dans vos souliers, puis de dire, mais quand est-ce que je peux être mis au courant? Quand est-ce que je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais, tu sais, puis je dirais même, en tant que détenu, je ne vais pas dire que c'est une source de fierté, mais tu sais, moi, je l'ai faite, l'introspection. J'ai rencontré la psychologue, le criminologue, avec l'aumônier, les bénévoles. J'ai fait la justice réparatrice, confronter les facteurs de risque, confronter des affaires, des blessures qui expliquent un petit peu tout ça, tu sais. Puis, il y a une partie de moi qui... Bien, je pense que j'aurais été contente comme... Je ne sais pas à quel point on peut être réceptif à ça. Mais tu sais, si je me place dans cette position-là où, dans un autre scénario, mais j'ai tué quelqu'un qui vous est proche, puis je dis, sénateur, j'ai fini mon programme, puis ça avance, puis ça va mieux, puis je suis conscient, puis moi, je me souviens, j'avais écrit une lettre aux policiers. Il y a une émission qui jouait à A&E qui s'appelait The First 48. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est les premiers 48 heures après un meurtre. Ce qu'ils disent, c'est les premiers 48 heures après un meurtre. C'est là, si le dossier n'est pas réglé dans ces 48 heures-là, tu as comme 50 ou 70 % moins de chances de le résoudre. c'est comme une disparition. C'est la même chose. Puis je me souviens d'avoir réalisé, puis j'ai écrit une lettre aux policiers, puis j'avais dit, pour la première fois, j'avais réalisé, parce que j'étais rendu à une étape où j'avais réalisé la destruction, je dirais même pas le mal, mais la destruction que j'avais causée dans la vie de la victime. La destruction que j'avais causée dans la famille de la victime, le mal, les ondes de choc que je parlais tantôt, tu sais, que ça part pas. Tu sais, là, le 23 juin arrive, à chaque année, on revient à cette date-là. Il n'y a pas de... Tout ça ne disparaît pas, là. Fait que j'étais conscient de ça, puis je regarde cette émission-là une fois, puis je suis choqué, puis je suis marqué par le fait que tu as un policier qui se claque combien d'heures d'overtime, qui n'est pas allé voir sa famille, qui n'est pas allé voir ses proches, qui n'est pas allé voir les gens qui lui sont chers. Pourquoi? Parce qu'il travaille pour, je vais dire pour la victime ou pour la famille de la victime, pour essayer d'aller chercher justice dans ça. Puis je me souviens, j'avais écrit une lettre, puis j'avais dit, tu sais, j'étais conscient de plein de choses, mais jamais je m'étais posé la question sur le dommage que j'avais causé dans ta vie. Moi, ça avait été une enquête qui a duré 3 mois quand même. Là. Mais pendant 3 mois... Parce qu'on ne voit pas dommage. Les médias, tout ce qu'ils montrent, c'est le criminel puis la personne qui était agressée ou tuée. Mais la grand-mère qui va faire une dépression, les enfants qui vont décrocher de l'école, le père qui va se suicider, la mère qui va être sépulée, tout ça. On ne voit pas ça. Tout ce qu'on voit, les médias nous montrent, c'est une image très rapprochée de l'événement. Ouais. Mais tout ce qui suit l'événement, ça disparaît ça dans les médias. On ne le voit pas. Et moi, j'ai quand même un rationnel qui me dit, tout le monde a le droit à une chance. Mais tu ne peux pas avoir le droit à 3, 4, 5 chances quand tu as blessé, tu as violé, tu ne peux pas. Et une fois que tu es dans ce modèle-là, l'information qui te concerne comme récidiviste doit être de nature publique. Parce que lorsqu'on va te remettre en liberté, qui va protéger les femmes? Est-ce qu'on protège ces gens-là en les remettant dans l'anonymat? Ou si on les met dans des facteurs de risque. Des femmes qu'il va rencontrer dans sa vie? Fait que c'est sûr que moi, cet individu-là, j'ai été privilégié parce que comme j'étais dans le milieu d'agents de la paix, puis qui était incarcéré, j'étais très près du syndicat des agents. On m'informait qu'est-ce qui se passait en dedans.
Et les 10 premières années de son incarcération, il vivait de prostitution au pénitencier. Donc, sa déviance, il l'a cultivée en dedans. Wow! Tu comprends? Attends, Fait que il c'est se sûr que- prostituait, lui? Pour payer sa cantine. Bon. Donc, c'est sûr, moi, quand j'étais là à l'audience, puis que j'ai vu le rapport de Pinel à l'audience, qui me dit qu'il n'a fait aucun progrès depuis 23 ans, je n'étais pas surpris. Mhm. Et que ce gars-là est devenu autochtone tout à coup. Il n'est pas devenu autochtone parce qu'il admire la culture autochtone. Il est devenu autochtone pour pouvoir s'en sortir. Par opportunisme. Et quand l'audience a duré 6h30, ce qui est très rare. 6h30. Et durant 6 heures à peu près, pour lui, les femmes qui ont agressé étaient consentantes. Et ce n'est qu'en tout dernier qu'il a dit « J'ai du remords pour Julie ». Mais jamais il s'est levé debout, puis qu'il m'a regardé dans les yeux, puis il a eu la chance de le faire, là, en disant « Je m'excuse ». Jamais, jamais. C'était toujours, ces femmes-là étaient consentantes. Ce n'est qu'en dernier, lorsqu'on terminait l'audience, en disant « Je l'ai enlevé, je l'ai agressé ». Donc, ce gars-là, on ne peut pas remettre ça en liberté, là. T'es là. Tu penses-tu qu'il croyait à son mensonge? Parce que tu sais, sa défense, lui, c'était que après l'acte sexuel, il s'est endormi sur elle, puis il a cassé le cou. C'était ça sa défense. Là. Ouais. Penses-tu qu'il croyait à ce mensonge-là tout ce temps-là ou il savait qu'il mentait? Ou... Mais les déviants, puis les gens qui ont des fantasmes de cette nature-là, ils forgent leur propre vérité. Et à un moment donné, cette vérité-là devient pour lui la réalité. C'est ça. Et s'il ne se défait pas de ce nœud gordien-là, il peut être 25 ans en prison, il va être au même point qu'il était quand il est rentré. Je trouve ça regrettable parce qu'il nous a coûté quand même 4,5 millions. Puis on arrive aujourd'hui au même résultat qu'il y a 23 ans. Fait que c'est quoi, parce que t'en as pas parlé, mais l'émotion quand tu l'as rencontré face à face pour la première fois? Fait que je veux juste comme, Ouais. toi, tu m'as parlé du père. Ouais, de la victime. Moi, je l'ai raconté ça, puis moi, j'ai eu un procès en révision judiciaire. Moi, la victime, elle venait d'ailleurs. Fait que c'est des parents immigrants, puis j'avais entamé une procédure en justice réparatrice afin d'aller les voir, puis de m'excuser de vive voix, puis de reconnaître tout le mal que j'avais fait. Puis je m'étais fait répondre quelque chose de très vague, puis dans ma tête, puis dans mon imaginaire, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais dit peut-être qu'ils sont retournés dans leur pays. Puis je suis arrivé au procès, puis le père était là. Puis j'ai vu un homme brisé. Tu sais, je l'ai dit ouvertement déjà ici puis ailleurs, mais égoïstement, pour moi, personnellement, la prison m'a sauvé. Moi, je peux pas... Je suis allé en prison, j'ai rencontré Dieu, j'ai appris non seulement c'était quoi l'amour inconditionnel vécu par Dieu, parce que je savais pas c'était quoi avant ça, mais ça m'a aussi permis de découvrir un système moral puis de valeurs qui m'avait jamais été présenté ou auquel j'avais jamais été réceptif. Je vais être plus honnête à ce niveau-là, auquel j'avais jamais été réceptif. Puis je vois cet homme-là. Puis c'était un homme frêle, mais brisé. Tu sais, puis je suis dans le box des accusés, fait qu'il y a comme tout le plexiglas puis tout. Puis c'est drôle parce que vous venez de le dire, mais je le regarde dans les yeux. Je le regarde dans les yeux, la mine basse. Pas en voulant mais vraiment, j'essaie de communiquer du mieux que je peux non-verbalement. Ce que j'ai fait, c'est mal. Il n'y a rien que je peux faire ou dire pour le réparer, mais je le reconnais. Puis à ce moment-là, mon souhait, ça aurait été de dire ouvrez la porte puis laissez-le me battre. Je pense que à ce monsieur-là, ça y aurait juste fait du bien de. Tu sais, je ai déjà mangé des coups de poing, tu sais, de sortir, puis je sais que c'est pas de notre courant culturel, mais de sortir cette colère-là, tu sais, puis j'ose pas imaginer, c'est pour ça que, tu sais... Mais c'est ce qui est plus... Quand j'ai créé l'association des familles de personnes assassinées disparues, c'est ce qu'on leur apprenait, à ne pas rester dans la colère, à ne pas rester dans la rage, à ne pas rester dans la violence, parce que ce sont des sentiments qui tuent. Fait que moi, j'ai toujours dit, j'ai pas le droit de mourir avec ma fille. Puis j'ai dit à combien de familles, si vous restez dans... Surtout aux pères. Les pères sont plus nourris de colère et de rage. C'est souvent des sentiments qui sont plus faciles pour les hommes. Bien, parce que les femmes n'ont pas le temps d'avoir ces sentiments-là. Il faut qu'ils s'occupent des autres enfants souvent. C'est plus le père qui a ça.
Donc, des amener à dompter ces sentiments-là qui grugent l'être humain, là, si tu restes là-dedans. Ça, c'était la première mission de l'association, d'apprendre à ces hommes-là, surtout, de prendre la parole, de parler, de rencontrer d'autres hommes. Puis c'est de même que les premiers mois de l'association, je faisais quasiment juste ça, rencontrer des hommes. Puis moi, tu vas parler des meurtres au Québec, là, s'il y en a eu, mettons, depuis 2023, depuis 23 ans, il y a dû en avoir à peu près 1000 meurtres au Québec, là. J'ai dû aller dans au moins 500, dans les salons funéraires ou dans la famille. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas ce soutien-là par des pères. Les CAVAC ne reconnaissaient même pas la famille comme victime. Il n'y avait même pas de soutien psychologique. Les VAC ne les reconnaissaient même pas. L'AFPAD doit changer beaucoup cette dimension-là du gouvernement, de reconnaître les familles, les grands-parents, les frères et sœurs comme des victimes et de leur donner du soutien psychologique. Ils étaient laissés elles-mêmes. Moi, quand la première rencontre que j'ai faite de l'association, elle était 14 familles à Laval. Il y en avait qui c'est arrivé il y a 20 ans, d'autres c'est arrivé il y a 10 ans, d'autres 5 ans, puis d'autres ça venait d'arriver. Puis je voyais, là, comment le temps a pu détruire des familles, puis je voyais celles qui venaient d'arriver, qui étaient déçues, mais qu'on pouvait les récupérer. J'ai vu des familles où l'événement est arrivé il y a 20 ans, il était irrécupérable. Tellement, ce drame-là, les ont maintenus dans le drame plutôt que de sortir du drame, puis vivre au présent, recréer leurs rêves, recréer leur vie, rebâtir leur vie. Parce qu'on dit on va rebâtir la vie du criminel, mais on oubliait qu'il faut rebâtir la vie de la victime aussi. Parce que c'est ce qui se passe, moi j'en ai souvent. Mais ça devient, c'est ce qui nous définit, c'est l'événement définissant. Donc, on devient, tu sais, moi ma mère s'est suicidée. Pendant une longue période, j'étais le fils d'une mère qui s'est suicidée, le père d'une fille assassinée. Puis là, c'est qui Pierre-Hugues Boisvenu? C'est le père de Julie Boisvenu assassinée. Ouais. On est comme poigné là-dedans, tu sais, fait que c'est toxique, là. Oui, mais cette image-là, pas... Oui, cette image-là est dans l'imaginaire populaire. Mais les gens, aujourd'hui, Pierre Boisvenu, c'est pas juste le père de Julie Boisvenu. C'est le père qui a pris la parole, qui a parlé au nom des victimes, qui a changé des choses. Mais c'est là où vous êtes redéfini. C'est parce ce que choix qu'on doit quand faire. tu vis un drame aussi fort dans ta vie, si tu ne réussis pas à y donner un sens, ben, tu vas vivre une vie insensée. Est-ce qu'on peut rester sur ça? Parce que je trouve que tout le monde a un drame. Tu sais, à différents niveaux, là, tu sais, mais tout le monde dans leur vie, tu sais, on en a parlé de ça souvent, puis je suis un petit peu plus vieux. Je pense qu'on a comme 3 générations, si on veut, mais je pense qu'on pourrait tous s'entendre sur le fait que cette génération-là vit des drames, puis on dit, ouais, mais remets-toi-en, mais en même temps, c'est un drame, mais j'aimerais ça. Comment on passe à travers ça, puis qu'on un mot d'encouragement pour une personne qui dit... Parce que ce que vous avez vécu, puis la façon dont vous vous en êtes remis, ben moi, je me dis, il n'y a pas personne qui est capable de dire « Ah, ce que je vis, c'est bien difficile, je ne sais pas si je vais être capable de m'en remettre. » Je pense que si la personne peut vous regarder puis dire « Ben, sénateur Pierre Boisvenu s'en est remis du meurtre de sa fille, puis on n'a même pas parlé de la mort tragique de l'autre fille. Ben, si vous êtes remis de tout ça, ben là, il n'y a pas personne qui n'est pas capable de... Tu sais qu'on n'est jamais remis de ça. Parce qu'il faut distinguer qu'est-ce qui est une douleur, qu'est-ce qui est une peine. OK. Hein? Une douleur, c'est quand tu te brûles sur un poêle, tu mets la main, ça brûle. La douleur va rester, mais elle va s'atténuer avec le temps. Tu vas toujours avoir la peine que ta main n'est plus fonctionnelle parce que tu as fait un geste gauche. C'est bien ça. C'est ça la différence. Donc, la douleur du moment où tu perds un enfant, puis de ne plus le voir à Noël, de ne plus fêter sa fête, ça, c'est de la douleur qui s'estompe avec le temps. Et on apprend si on est bien entouré puis on est bien supporté. C'est pour ça que c'est important de supporter les familles. Et la peine, elle, tu dois l'apprivoiser. Tu dois l'apprivoiser parce qu'elle fait partie de ton expérience de vie. Mais il ne faut pas que cette peine-là, elle soit là présente tous les jours. Okay? Pour ça, tu me dis comment on vit avec ça, c'est en allant vers les autres. Moi, c'est la mission que je me suis donnée. J'ai dit, quand Julie est décédée, on n'a rien eu, ni support, ni rien. J'ai dit, je vais essayer de faire différemment pour les autres familles. Fait que quand les familles venaient à l'association, puis ça faisait 5-6 ans, j'ai dit, je ne peux rien pour changer votre situation. Peut-être que l'association va vous aider, vous allez réussir à puiser. Bon. Mais j'ai dit, les familles qui vont venir demain, là,
puis qui vont m'appeler en me disant « On pensait jamais vous appeler, mais mon mari, ma fille vient d'être assassinée. Pouvez-vous nous aider? » Elle, on va s'organiser pour pas qu'il y ait le même parcours d'oublier. Ça a pris combien de temps d'avoir du support pour ça? Parce que là, je me dis, tu sais, L'association a créée en 2004, première loi qu'on change au Québec, 2006, où on reconnaît les familles comme victimes. On reconnaît aussi que les familles peuvent protéger leur emploi pendant 2 ans, parce qu'on sait que lorsqu'il arrive un meurtre, les procédures judiciaires, contrairement à un enfant qui meurt d'un cancer, qui meurt de l'accident de la route, les procédures, c'est rapide. 2 semaines après, c'est fini. Il n'y a personne qui va être accusé. Mais quand c'est un meurtre, c'est long. Tu te retrouves dans l'enquête policière, tu te retrouves dans l'enquête préliminaire, tu te retrouves au procès. Possiblement que tu vas être en appel, puis possiblement que tu vas aller jusqu'en Cour suprême, que c'était notre cas. Ça a duré 7 ans. Donc, c'est sûr, il faut que tu donnes un soutien à long terme à ces familles-là, parce qu'ils vont être constamment retrempés dans leur histoire. Il ne faut pas que ce soit un naufrage. Donc, il faut que tu leur donnes une bonne veste de sauvetage. Il faut que la barque dans laquelle ils embarquent ne prenne pas l'eau. C'est ça l'association. Donc, nous, ça a pris 3-4 ans avant qu'on change la loi. En 2010, quand je suis devenu sénateur, la loi a changé. Et là, d'abord, en 2006, on a passé de 600 $ à 6 000 $. On a rendu égal le remboursement des frais funéraires, accident de la route, accident de travail, accident criminel. Criminel. On a mis ça sur le même niveau. 2010, 2011, il y a eu d'autres changements. Maintenant, on peut dire que le Québec a une bonne loi relativement aux victimes de criminels. Les victimes sont bien supportées, sont bien entourées aujourd'hui. Concrètement, je suis juste curieux parce que j'aime beaucoup la foi, puis j'aime ça trouver les actes de foi dans la vie des gens. Fait que on se reporte à juillet, le corps est découvert. Ouais. Vous prenez off du travail, j'imagine, pendant un petit bout de temps. Ouais, je suis parti en moto une semaine après qu'on a découvert le corps. Là, je suis parti en moto tout seul. J'ai fait le tour du Québec pendant une dizaine de jours. Puis je suis revenu à la maison, puis j'ai dit à la mère de Julie, je sais où je m'en vais. Je sais c'est quoi ma mission. Pour ça, j'ai dit tantôt, je n'ai jamais regardé en arrière. Le système de justice va s'occuper du criminel. Moi, je n'ai pas à m'occuper de lui. J'ai à m'occuper des familles qui vont vivre ce que j'ai vécu pour m'assurer qu'elles ne vivent pas le même parcours. Oui. Et c'est à partir de là que le premier combat que j'ai mené, tu te souviens, c'est à Sherbrooke, la caméra de surveillance. Parce que quand Julie était enlevée, il y avait une caméra qui était là. Sauf que celui qui surveillait la caméra, c'est lui qui faisait 911. Donc, il était sur 911 pour une plainte. Il n'a jamais vu que Julie était enlevée. Puis, on n'a jamais eu les images parce qu'ils enregistrent une image quand il y a un acte criminel qui est commis. Mais comme ils ne l'ont pas vu, l'image n'a pas enregistré. Donc, le premier combat que j'ai mené à Sherbrooke, c'est d'avoir les caméras au centre-ville qui l'enregistrent en tout temps. OK. Parce qu'à Trois-Rivières, on enregistrait depuis 3-4 ans parce qu'il y avait eu des feux dans les poubelles au centre-ville. Et là, Julie, c'était la 3e fille qui se faisait agresser, enlevée au centre-ville à Sherbrooke. On n'était pas pour enregistrer. Donc, j'ai gagné ce combat-là. Maintenant, à Sherbrooke, okay? Et c'est là qu'on a eu une réunion, les enfants de l'école Sacré-Cœur où Julie et Isabelle allaient. Ils ont fait une réunion devant l'hôtel de ville le 22 juin, premier anniversaire. On s'adresse au maire en disant « Vous devez protéger les victimes ». Et là, c'est Marcel Bolduc qui vient me rencontrer. Puis Marcel me dit « Pierre, il dit, j'ai entendu dire que tu as créé une association. Il dit « Si tu passes ça, je vais embarquer avec toi. Puis après ça, c'était M. Carretta, dont la fille, Christiane, a été assassinée par son conjoint. Son père, Christian, il m'a appelé. Il dit, sa fille m'appelle en disant, faut que tu prennes ton père avec moi. Mon père est en dépression. Il n'y a pas de contact avec d'autres hommes. Ça y ferait du bien. M. Carretta embarque avec nous. Puis le dernier, c'était M. Surprenant. Qui vous a remplacé. Ben, il ne m'a pas remplacé, mais il a embarqué. Okay. Donc, c'était 4 pères de famille. C'est son nom, Monsieur Surprenant. Ouais. Oui, Michel. Michel Surprenant. Ouais, sa fille avait été à Laval, je pense. Oui, enlevée, puis on sait qu'on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, c'est 4 pères de famille, puis c'est 4 filles. C'est là qu'est le symbole qui est très fort de la voix masculine. Parce qu'on a dit c'est 4 pères de famille dont les 4 filles ont été assassinées pour faire en sorte que la violence faite aux femmes est d'abord une affaire d'hommes. Puis c'est de même que l'association est partie. Et en 2010, quand j'ai quitté l'association, il y avait 600 familles membres. C'est un grand accomplissement, mais ça en dit sur le drame, tu sais, qu'il y a 600 familles ayant moi-même contribué à ça. Mais tu peux faire des petites choses avec des grands événements, comme tu peux faire des grandes choses avec des petits événements. Ouais.
dans la vie des 7 milliards de terriens, la mort de Julie, c'est un grain de sel. C'est comme un assassinat dans une famille, c'est un nombre de chocs. Une fois qu'il dépasse la ville, qu'il dépasse la province, il n'y a personne. C'est de même. Donc, c'est certain que c'est un petit événement, mais à partir de là, tu dis maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je grandis ou je rapetisse? C'est la décision qu'il faut que tout le monde prenne quand ils vivent quelque chose de difficile dans leur vie. Comment cet événement-là va les emmener à prendre de la hauteur et non de la distance. Parce que quand tu prends de la distance par rapport à un événement de même, tu perds en sensibilité. Mais quand tu prends de la hauteur, tu gagnes en relief. Tu vois les choses différemment. Moi, je vous entends, là. Étiez-vous toujours demain? Tu sais, mais il y a une sagesse incroyable, là. Mais quand je t'ai dit que Julie m'a choisi comme père, c'est peut-être parce que, tu sais, moi, au départ, je voulais être prêtre. OK. J'ai été au séminaire. Parce que moi, je suis un jumeau. Mon frère jumeau qui est décédé d'ailleurs il y a 10 ans d'un cancer du cerveau, c'était mon alter ego, mon frère Paul. Et on devait devenir des prêtres tous les deux, sauf qu'à 14 ans, je suis tombé en amour avec une petite fille, puis bon, j'ai dit, je pense que t'es prêtrise, c'est pas. Puis, mais j'ai toujours été très imbibé, je dirais, de la chrétienté. Je vais dire le mot parce que je trouve que le catholicisme, ça rapetisse trop, mais d'être chrétien, c'est plus large. Tu peux être... moi, je suis divorcé, je suis marié, mais je ne peux pas aller à l'église communier. Parce que l'église, pour moi, veut dire, elle m'a fermé la porte. Mais je peux aller dans une église anglicane où je peux communier, je peux aller... Oui. Donc, moi, je me dis, ma religion, c'est la religion chrétienne. Amen. Tu comprends? C'est passé plus large. Ça embrasse plus large. Fait que j'ai toujours eu un peu ça en dedans de moi, ce discours-là un peu spirituel, là, qui m'a aidé beaucoup d'ailleurs dans les... J'étais 30 ans comme cadre du gouvernement du Québec. J'ai géré des grosses organisations comme Souménis, tout ça. Puis quand tu parles au monde, il ne faut pas que tu parles juste de bureaucratie puis de technologie. Il faut que tu parles avec le cœur. Amen. Il faut que tu parles avec le cœur. C'est ça qui fait que des gens vont travailler pour toi, là. Pas pour le salaire, mais pour la motivation que leur apporte. J'ai écouté ton histoire, puis je suis en train de lire le livre de Job en ce moment. Puis tu connais l'histoire de Job? Oui. Comme que lui, il a tout perdu, tu sais, puis dont tous ses enfants, puis ça me faisait penser à ça, tu sais, comme ta deuxième fille, Isabelle. Julie. Ouais. Isabelle, oui. 3 ans plus tard, c'est ça? Oui. 3 ans plus tard. 20 ans cette année. Puis comme, t'as tout perdu, mais je me demandais comme... Ben, j'avais cette discussion-là avec ma copine il y a 2 semaines. Il y a eu un accident, ou il y a 1 semaine, en tout cas, il y a eu un accident d'avion, genre, puis j'ai dit comme... C'est des choses de même qui me font dire comme... Je sais que c'est pas Dieu, mais ça me fait de questionner, genre, pourquoi Dieu, il laisse des choses de même arriver ou peu importe, puis je me demande, comme toi, ça t'a-tu fait comme douter de Dieu, pas aimer Dieu? Je te dirais, quand Julie est assassinée, ma colère était dirigée vers un homme qui avait volontairement enlevé la vie. Ouais. Quand Isabelle est morte, ma colère était dirigée vers Dieu. Parce que je me disais, tu n'avais pas le droit de frapper 2 fois à la même porte. Mais j'ai eu le même réflexe ou réflexion qu'avec le criminel de Julie, en disant, je ne peux pas garder cette colère-là dedans. Parce que Dieu fait partie de ma vie. Je vais régler mes comptes avec lui quand je vais partir. Comme les gens me demandent, allez-vous pardonner à l'assassin de Julie? J'ai dit non, c'est pas à moi de le faire, c'est à Julie. C'est elle la victime. Fait qu'elle réglera ses cas avec lui. Moi, j'ai pas de cas. Moi, tout ce que je dois m'assurer, c'est que s'il est remis en liberté, qu'il ne fasse pas un autre Julie Boisvenu. C'est ma seule mission là-dedans. Il n'y a pas d'autre. C'est ça, c'est vraiment la protection. J'ai pas une mission de vengeance, j'ai pas une mission de colère. Quand j'étais avec lui 6h30, j'aurais pris mon pouls, là, puis j'étais à 50, j'étais à 50 tout le temps. J'ai pas eu, même si quand j'écoutais, je me disais, il n'a pas progressé. Mais je le savais. Et je me préparais à ça. Comme quand la première audience, ils l'ont remis, les gens étaient-vous choqués? J'ai dit non, je m'attends à ça. Paulson qui a assassiné 9 jeune en Colombie-Britannique, il a fait 32 audiences sans se présenter. Puis les familles qui se présentaient, il apprenait le matin qu'il avait décidé. Mais à l'époque, le criminel pouvait faire une demande à chaque année.
On a changé ça maintenant. Maintenant, on dit on peut pas, un criminel ne peut pas utiliser le système pour reblesser les familles. Parce que c'est ça qu'il faisait, dans le fond. En allant à une audience, puis en se présentant pas, il savait qu'il avait remis ces victimes-là dans leur drame, dans leur sauce, puis il y allait pour rien. Fait qu'on a changé les lois. Maintenant, là, il y a des délais qui sont... C'est 2 ans maintenant. 2 ans à 5 ans. Oui. Des ans. Mais je savais même Comme pas là, il y a un la cause de exemple, ça. là, il va être admissible en 2027. S'il est refusé en 2027, ça va aller en 2032. Wow. Puis, il était-tu recommandé? Non, c'est pas recommandé. OK, c'est ça. Fait qu'il est allé là-bas, mais le système, somme Mais toute, c'est- avait exercé un... il Mais était capable d'observer ce qui se passait. c'est ce que c'est ce qui me confirme qu'il n'est pas prêt. Quand ton gestionnaire de cas ne te recommande pas, quand un rapport de Pinel est lapidaire, puis tu y vas quand même, Il y a une inconscience. il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. J'ai tellement de questions. On va parler du Sénat. Parlons du Sénat, oui. Merci. Comment ça arrive, cette opportunité-là? Bien, ça arrive d'abord, c'est sûr que lorsque je suis président d'association, moi, je prends ma retraite en 2006 du gouvernement du Québec. Je suis sous-ministre, ma boss, c'est Mme Normando, qui est ministre des Développements économiques et des Affaires régionales. J'ai rencontré Nathalie, j'ai dit, garde, je ne peux pas à la fois être président d'une association qui critique le gouvernement, puis en même temps être un sous-ministre au gouvernement. Fait que j'ai dit, garde, moi, faut que je parte, puis je vais aller être bénévole à l'association pour la consolider, la structurer, etc. Fait que je pars de l'association en 2006 et je m'en vais là, je dis, bon, ben, je dis à mes familles, parce qu'on avait 200 familles membres, j'ai dit, on ne pourra pas rien changer sans les politiciens. J'ai dit, il faut influencer, il faut contaminer les politiciens. Il faut faire avec. C'est eux qui ont la clé. Fait qu'on n'ira jamais vers les politiciens choqués. On va y aller en parlant de notre expérience, puis comment notre expérience a fait en sorte qu'on n'a pas été bien traité dans le système. Fait que je rencontre les partis au fédéral pour provincial. J'ai envoyé une lettre aux libéraux au fédéral, une lettre au NPD, une lettre au Bloc, une lettre aux conservateurs. Les 2 seuls partis qui m'ont reçu, c'est conservateurs puis le Bloc. Ah oui, les autres, vous n'ont même pas reçu. Même pas d'accusé de réception. Même j'ai dit, quand j'ai été nommé sénateur à Denis Coderre, vous êtes des beaux, vous autres, comment ça vous ne m'avez pas répondu à mes demandes de rencontre? Ah, c'est pas vous, tu connais un peu Denis, hein? Bon. Fait qu'il y a le Bloc que je rencontre, puis les conservateurs. Mais c'est sûr que le Bloc n'est pas au pouvoir. Puis si je veux faire changer les choses, il faut que j'influence davantage les conservateurs. Mais il faut dire qu'en 2005, M. Harper vient à Sherbrooke. Et une des sénatrices, une ministre à l'époque, Mme Werner, qui me connaît, parce que j'étais dans les médias, je commençais à être présent, elle dit, M. Harper est à Sherbrooke le 5 août. Est-ce que tu veux que j'organise une rencontre privée? Bien, elle dit, bien, certainement. Ben, il vient à Sherbrooke. Je passe une demi-heure avec lui dans son véhicule, une van. Puis il me dit, Pierre-Hugues, il dit, M. Boisvenu, à l'époque, il m'appelait M. Boisvenu, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai dit, voici, j'ai 12 demandes. La Charte des droits des victimes, un programme d'indemnisation pour les familles, une réforme des libérations conditionnelles, des lois plus sévères pour les agresseurs d'enfants, des lois plus sévères pour les agresseurs de personnes âgées, une meilleure protection pour les femmes victimes. J'en mets 12. Il y avait des réponses claires. Il a posé une question, puis il a rencontré un gars qui était préparé. Fait qu'il dit, je me souviens qu'il me dit, Pierre-Hugues, M. Boisvenu, nous allons être le parti des victimes. En français, il a dit ça? Juste Français. pour le fun, OK? Français. Mais il était chef de l'opposition à l'époque. Oui. OK? Puis quand il est venu au pouvoir en 2006, 2007, je suis invité par le caucus conservateur. Les caucus à toutes les semaines, caucus du Québec. Puis là, je le présente l'association, qu'est-ce que je veux, etc. Fait que j'ai fait 2007, 2008, 2009. J'ai rencontré le caucus. J'ai rencontré les ministres, M. Nicholson. 2006, on crée la Semaine nationale des victimes. On crée le poste d'ombudsman des victimes. Donc, on commence à travailler avec le gouvernement pour changer les choses. C'est de même qu'en 2009, je suis appelé par son directeur de cabinet. M. Boisvenu, votre nom circule, on pourrait peut-être vous nommer quelque part. Il dit qu'une place que je vais aller, c'est au Sénat. Si vous avez d'autres choses à proposer, regardez, je suis à l'association, j'ai bien d'ouvrages en masse. Bon. Donc, ma question, c'est ça, j'en parlais un petit peu, je parlais qu'on allait vous recevoir, puis la question, c'est quoi un sénateur au Canada, puis qu'est-ce que ça fait? Expliquez le Sénat, puis pourquoi c'était clair que vous vouliez être sénateur. Au mois de janvier 2010, je suis en France chez mon neveu
Et ma nièce est sur la table d'opération. Elle se fait opérer pour maladie de Crohn. Et je reçois un téléphone. Et c'est la secrétaire de M. Harper. Il veut vous parler. Je prends la ligne. Bonjour Pierre-Hugues. Il m'appelle Pierre-Hugues pour la première fois. Il dit on voudrait t'avoir dans notre équipe pour parler au nom des victimes d'actes criminels. Il dit avec plaisir, M. Harper. Il dit est-ce que tu peux venir à Ottawa dans une semaine? Il dit pas de problème, je vais aller. Et d'une semaine après, c'est Haïti, le tremblement de terre. Oui, en 2000. Donc, tout ça est reporté à la fin janvier. Donc, tout le mois de janvier, je n'ai pas le droit de parler, de dire que M. Harper m'a appelé, qu'il m'a offert. Il faut que ce soit secret le plus total. Il y a juste ma nièce, mon neveu, puis mes enfants qui le savent. Et donc, je suis intronisé le 3 mars 2010. Et dans le fond, les sénateurs, il y a trois ordres de sénateurs. Ceux qui ont une cause, Dr. Keong, Dieu ait son âme, qui était un cardiologue de l'Université de l'hôpital d'Ottawa, qui parlait vraiment au niveau de la santé au Sénat. Il donnait une partie de son salaire à l'hôpital pour enfants à Ottawa. Il y a d'autres, ça va être des gens qui sont très, très près du parti, anciens ministres, anciens députés, puis c'est une forme de récompense. Puis d'autres, c'est ceux qui sont très impliqués dans l'organisation du parti pour des levées de fonds, pour membership, etc. Donc, c'est à peu près 3 niveaux. OK. Okay? Ceux qui sont vraiment là liés à une mission, c'est la grande minorité. Il y en a peut-être 3, 4, 5. L'autre majorité, c'est des gens qui ont un lien avec le gouvernement, qui sont soit des conservateurs ou des libéraux, parce que c'est le premier ministre qui nomme, puis il y a toujours eu des premiers ministres soit libéraux ou soit conservateurs, libéraux conservateurs. Et le travail de sénateur, pour quelqu'un qui décide de dire « moi, je suis nommé parce que j'ai été ministre », c'est 3 jours semaine, à peu près 8 heures, 24 heures par semaine. Dans mon cas, où je m'occupe des victimes, donc il faut que je travaille avec les ministres de la Sécurité publique, ministres de la Justice, puis comme à l'époque, les 2 ministres sont unilingues anglophones, on me demande d'être porte-parole de ces 2 ministères-là au Québec. Donc, à chaque fois qu'il y avait une conférence de presse pour annoncer quelque chose, c'est moi qui la faisais au Québec, les ministres la faisaient en Ontario. Je suis au premier rang lorsqu'un projet de loi qui va être présenté par le gouvernement. Je travaille à la rédaction des projets de loi. Donc, je suis très, très près du pouvoir pendant les 2011-2015, surtout, on est majoritaire. Mm-hmm. Et je continue à supporter les familles. Donc, les victimes appellent à mon bureau comme si c'était un bureau d'aide aux victimes. Donc, mon mandat, je suis au Sénat, mais je continue à aider les victimes et je fais à peu près 60 heures par semaine. C'est ma semaine de travail. Je me lève le matin, souvent à 6 heures, parce que je n'appelle le journaliste. Il y a eu un meurtre à Montréal. Voulez-vous donner un... Claude Poirier m'appelait une fois par mois, à 4 heures, 5 heures le matin. Puis, veux-tu donner une entrevue à 6 heures? C'est ça, c'est le feu roulant pendant les 50 ans. Ouais. Et pendant ces 5 ans-là, j'ai parrainé à peu près 20 projets de loi. Oui. Ouais. J'ai fait adopter la Charte des droits des victimes. J'ai fait adopter le programme d'indemnisation. Donc, les 12 demandes de M. Harper en 2005, lorsqu'on a perdu le pouvoir en 2015, les 12 étaient adoptées sous forme de projet de loi, ou sous forme de loi. Ouais. Donc, M. Harper avait réalisé, quand il avait dit qu'il n'était pas être le gouvernement des victimes, c'est vrai, il l'a réalisé. Et donc, en 2015, on perd le pouvoir. Fait que là, je deviens moins impliqué dans le sein du gouvernement, parce que ce sont les libéraux. Là, je deviens plus un chien de garde. Ce que le gouvernement va faire, ce qu'on a adopté, qu'est-ce que le gouvernement veut faire pour alléger le code criminel, alléger les sentences, etc. Je deviens plus un chien de garde, mais je continue à déposer des projets de loi au Sénat, des projets de loi privés et non gouvernementaux. Donc, entre 2015 et 2024, quand je suis quitté, j'ai fait adopter 5 projets de loi au Sénat. Quand même. Qui est très, très rare. Ouais. Très, très rare. Un sénateur de l'opposition qui fait adopter un projet de loi, c'est très, très rare. J'avais fait adopter 5. Ça démontre qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce que vous défendiez. Oui, puis je travaillais aussi beaucoup à me créer des liens avec les autres sénateurs. Parce qu'il faut comprendre que M. Trudeau, en 2014, a mis ses sénateurs à la porte sous principe que ça va être des sénateurs indépendants, mais c'est le gouvernement libéral qui nommait les sénateurs, puis tu manges la main qui te nourrit. Ouais. Donc, les sénateurs indépendants avaient toujours une tendance un peu. Okay? Donc, ça a été mes 14 ans au Sénat. Puis, je dirais, ma plus grande déception au Sénat, ça a été les projets de loi que j'ai fait adopter, je pense au S205, qui va permettre à un juge
lorsqu'un agresseur de femmes, un batteur de femmes, est remis en liberté ou en attente de procès, les juges maintenant peuvent obliger le port du bracelet électronique. Parce que c'est dans ces cas-là où que les meurtres ont lieu, c'est souvent quand le gars est remis en liberté. On avait une avocate sur le podcast, puis on discutait de la même question, puis c'est la première fois qu'on entendait parler de ça, mais ou si t'es trop proche, ça sonne des deux côtés, dans le fond. Et j'ai eu plus de difficultés à convaincre les femmes sénatrices du bien fondé de mon projet de loi que convaincre les sénateurs hommes. Comment vous expliquez ça? Je pense que les femmes sénatrices indépendantes, majoritairement indépendantes, étaient plus partisanes que bien des hommes. Puis mes batailles, je disais, écoute, lorsque le gouvernement a adopté la loi C3 sur la formation des juges au niveau de l'agression sexuelle, moi, j'ai apporté un amendement pour l'obliger la formation aussi de la violence conjugale. Parce que souvent, dans la violence conjugale, il y a une composante de violence sexuelle. Donc, j'ai apporté un amendement en disant il faudrait aussi former les juges sur la violence conjugale. Mais ce sont les femmes qui ont battu mon amendement. Pour vrai, hein? Oui. Ça, c'est peut-être ma plus grande déception. Puis je l'ai dit quand j'ai quitté le Sénat, mon discours d'adieu. J'ai dit, comment voulez-vous qu'un homme qui porte sur ses épaules la mission de défendre les femmes, de dénoncer la violence faite aux femmes, comment voulez-vous qu'il porte ça sans le support. Pas juste le support, mais l'adhésion des femmes, peu importe quel parti on est. Comment voulez-vous qu'on fasse avancer la cause des femmes si vous, les sénatrices, vous vous battez contre des lois qui doivent les protéger? Moi, sachant ce que les gens disent dans ce milieu-là, je dirais, on n'a pas besoin des hommes. Les femmes doivent dire ça. On n'a pas besoin des hommes pour nous défendre. On est des femmes, on va se défendre nous-mêmes. J'aimerais ça parce qu'il faut qu'on conclue. Travail en tant que sénateur, moi, je l'ai vécu. Moi, je me souviens, on parlait des visites du sénateur. J'étais à Donnacona quand vous êtes venu faire la visite, puis j'étais à Archambault quand vous êtes venu faire la visite. Puis à ce moment-là, je n'étais pas à la même place que je suis aujourd'hui. Puis mon changement est arrivé. Moi j'ai rencontré Dieu en 2013. Fait que j'étais en amorce de réflexion. Mais en 2012, fin 2012. Tu l'as vu en prison? Je ne l'ai pas vu, mais il était dans le building. On entendait, le sénateur Boisvenu est venu visiter aujourd'hui. OK, ouais. Ouais. C'est ça. Puis, c'est crazy. Mais on parle d'impact. Moi j'ai dit ça. J'étais dedans. Fait que j'étais dans le milieu carcéral. Je l'ai observé. En fait, d'efficacité. Après ça, on pouvait être pour ou on pouvait être contre. Ouais. Vous et le gouvernement conservateur de Stephen Harper, sauf erreur, un gouvernement majoritaire, je pense. Oui. Hey, vous en avez fait du stock, là. Bing, 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 un après l'autre, là, ça a été changé bout pour bout. J'en parlais, j'ai deux questions. Une que je ne sais pas, c'est un propos qui vous a été imputé, puis l'autre qui est peut-être hypothétique, puis vous y répondrez si vous voudrez. Est-ce que je me trompe ou si, à un moment donné, on vous a posé la question, puis peut-être que vous avez été mal cité, un prisonnier sentencé à vie, qu'est-ce qu'on devrait faire avec? Puis vous avez dit, donnez-y une corde, puis fermez la porte. Oui. C'est pas tout à fait. Parce que c'est sûr quand tu... D'abord, c'est très tôt dans mon mandat de sénateur et on apprend à mener à se former, là. M. Harper m'avait dit, je me souviens, quand ça avait sorti, M. Harper, il dit, Pierre, tu as le droit de te passer. Mais il dit, fais comme moi, ne le dis pas. Et j'étais avec les familles de Olson. Qui étaient à leur 5e, 6e audience, qui avait été un mythe à bouleverser. Et, juste pour être sûr, Olson, c'est les meurtriers en série. Picton qui a tué 54 femmes. Exactement. Puis Olson qui a tué 14 adolescents, 14 garçons. OK. J'étais avec eux autres parce qu'ils voulaient qu'on change la loi sur les délais. OK? Puis je me souviens, la mère avait dit, ces gens-là devraient avoir l'aide médicale à mourir. Ils devraient avoir, lorsqu'ils sont incarcérés, et ils savent qu'ils vont passer 50 ans en prison. C'était le cas de ces deux-là. On devrait leur dire, regarde, ta vie, là, ça va être 50 ans là, ou ben on t'offre l'aide médicale à mourir. C'était un peu dans cette optique-là que j'avais dit, on devrait offrir à ces gens-là l'opportunité de s'enlever la vie ou de l'aide médicale à mourir. C'est dans ce contexte. Mais c'était rapporté très, très serré. Puis, ça fait une bien meilleure histoire de le dire juste comme ça que de raconter le contexte. Mais j'ai appris. OK. Deuxième question, puis vous en parliez 2015, 17 octobre, Justin Trudeau est élu. En tout cas, dans ma tête, dans mon souvenir, c'était comme une surprise le fait qu'il soit élu. Oui. Moi, à ce moment-là, je suis dans une sécurité médium. J'attends d'aller dans un minimum. Puis à l'époque, la perception, c'est que si le gouvernement conservateur est réélu, la prison à perpétuité
la peine à perpétuité va devenir la prison à perpétuité. Est-ce que c'était ça un petit peu l'objectif? Non. OK. Les deux réformes qu'on avait commencé à faire au niveau du service correctionnel, c'était l'imputabilité des criminels. On voulait que le criminel s'engage dans un processus de réhabilitation en se donnant lui-même des objectifs et les privilèges qu'il pourrait obtenir, que ce soit une libération conditionnelle, que ce soit la télévision, peu importe, que ça devienne des privilèges mérités en fonction de l'effort et du parcours à l'intérieur du processus de réhabilitation. Méritoire. Ça, c'était la base de la réforme. Au niveau des libérations conditionnelles, c'était vraiment de resserrer les conditions de remise en liberté pour faire en sorte que les récidivistes, entre autres, aient des conditions beaucoup plus sévères, surtout les agresseurs d'enfants, pédophiles, Crime sexuel. crimes sexuels. Ça, c'était vraiment au niveau des libérations conditionnelles, de ne plus avoir un automatisme. Comme Mme Pate veut faire, Mme Pate, elle veut abolir toutes les sentences minimales, même en cas de meurtre. Elle veut abolir le pardon, que ça devienne automatique. Donc, quelqu'un qui demanderait un pardon aujourd'hui, s'il commet un crime dans sa période de probation, oui, les policiers vont être informés, mais s'il le fait 2 semaines après sa période de probation, les policiers et la commission ne seront même pas informés et le pardon devient automatique. Donc, moi, la question que j'ai posée à Mme Pate à l'époque, j'ai dit oui, mais les policiers qui sont autour d'une école, qui voient une auto rôder puis qui regardent la plaque automobile, ça veut dire que l'information disparaît pour eux aussi. Donc, on ne peut pas avoir des systèmes automatiques quand c'est des récidivistes qui sont remis en liberté et qu'on enlève un outil de prévention aux policiers. Donc, notre réforme au niveau des libérations conditionnelles était vraiment pour s'assurer d'un cadre beaucoup plus rigide et s'assurer que ceux qui passent à travers les filets, surtout les récidivistes, que ceux-là ne puissent plus passer à travers. Pierre, faut que tu y ailles dans pas long. T'as un souper. Mais on finit tout le temps les podcasts en offrant les gens à recevoir Jésus. Oui. Puis, justement, je trouve que comme... Tu sais, on a parlé d'Hugo, le meurtrier de ta fille, puis lui, tu penses pas qu'il devrait être remis en liberté puis tout, mais il y a une histoire comme Manny, que comme moi, quand j'ai rencontré Manny, c'était comme à la 3e ou 4e fois que je me suis fait dire « c'est lui le meurtrier », tu sais, à l'église. Puis, je me rappelle, j'avais comme fait « ah ouais, parce que c'est pas à ça que je m'attendais, c'est que je le connais pas comme un meurtrier. » Même si souvent, je l'oublie. Que des fois il fait son talk, je le vois encore son côté rebelle, là, mais non, mais tu le vois, puis t'es comme, OK, ce gars-là, clairement, je le vois pas pouvoir tuer quelqu'un, puis Mané, ce qu'il dit, puis je le sais, c'est que c'est Dieu qui a touché son cœur, qui a changé sa vie, puis c'est ça, comme, tu veux-tu un peu? Ben oui, je le ferais, puis je trouve ça fascinant d'apprendre que tu avais eu le désir de devenir prêtre. Mais s'il y a quiconque qui nous regarde, je pense qu'il y a juste ça qui guérit d'un côté comme de l'autre. Qu'on soit le délinquant, l'offenseur, le tueur, le meurtrier, ou qu'on soit la victime, Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. C'est le ministère qu'il a accepté puis qu'il a accompli avec sa vie. Puis si on veut le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur, ça se fait avec une prière. La Bible est claire. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui confesse de la bouche et croit dans son cœur, c'est dans Romains. Fait qu'on vous invite à faire la prière avec nous. Si vous regardez puis que vous dites je me sens loin de Dieu, je me sens perdu, je me sens brisé, je me sens blessé. On vous invite à venir à Jésus. Puis je dirais Seigneur Jésus. Je répétais. Oui, vous avez juste à répéter la prière avec moi si vous voulez le recevoir. Donc, Seigneur Jésus. Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. lave-moi, purifie-moi, Lave-moi, purifie-moi. rends-moi libre. Rends-moi libre. Merci Jésus, Merci, Merci. Jésus. car tu es mort pour moi. Car t'es mort. Je crois que tu es ressuscité Je crois que t'es... et tu reviendras bientôt. Remplis-moi du Saint-Esprit. Amen. 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 La Bible est claire. Celui qui prie cette prière-là est une nouvelle créature en Christ. Puis, moi, je vais peut-être conclure sur ça, mais moi, c'est mon plus... vous autres, vous dites un flex. C'est mon plus gros flex de réhabilitation, c'est cette rencontre-là pour moi. Je vous ai croisé le jour de votre mariage, puis j'étais pas sûr, puis je suis comme parti à la course, puis j'ai dit, sénateur, j'aimerais ça vous parler, puis ça a pris un petit bout de temps, puis finalement, 1 an plus tard, les portes se sont ouvertes. Moi, j'ai fait la démarche en justice réparatrice. Je pense que c'est peut-être pas la bonne façon de le nommer, mais le meurtre,
n'est pas spécifique à la personne avec qui on le commet. Je pense que la façon dont vous décrivez le meurtrier de votre fille, ça aurait été elle, ça aurait été un autre, ça ne dérangeait pas. Puis moi, je le porte comme ça pour les familles de victimes. Je pense que, peut-être pas dans votre cas parce que c'est une dynamique différente, mais dans la bonne circonstance, j'avais ça en moi, puis ça aurait sorti là, ça aurait sorti là. Puis moi, j'ai à cœur de... Je pense que je vous ai écrit une lettre, je ne sais pas si je l'ai envoyée, mais à l'association, peut-être il y a 13 ans, peut-être, 12-13 ans. Début de ma vie chrétienne. Puis je ne sais pas comment je peux aider. Je vais dire moi, je pense qu'il y a plein de façons que les gens peuvent aider. Je l'ai vécu de l'autre bord. Est-ce que c'est représentatif de ce que toutes les personnes vivent? Est-ce que c'est propre à ce que tout le monde vit? Non, je sais que c'est une expérience qui est très subjective. Vous êtes venu tantôt, puis on parlait de ça, tu sais, d'approcher des choses d'un point de vue objectif plutôt que subjectif. Vous avez pu le faire pendant la soirée électorale. Mais je me rends disponible, puis je souhaite ardemment être capable d'aider puis de remettre d'une façon. Moi, c'est ça ma mission, puis si je peux prévenir, c'est d'abord ma mission parce que je souhaite que votre association ait plus lieu d'être. Tu sais, si on peut arriver dans une place où il n'y en a plus des familles de victimes de meurtres puis de disparitions, bien, je pense qu'on va être bien mieux que si on réussit à défendre les droits de ces gens-là, tu sais. Mais si je peux aider, puis si les gens peuvent aider, peut-être, c'est ça, je vous lancerai l'invitation on peut en parler personnellement, mais pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'impliquer, pour donner, pour supporter? Je pense qu'on va le faire en prière. Je pense qu'on va renouer ces efforts-là, d'élever l'association, puis les parents de victimes en prière, parce que je sais que moi, ça m'arrive de le faire parce que je continue à prier pour le salut de la famille parce que je sais que c'est ça qui guérit les cœurs brisés. Mais c'est ça. Je vous laisserai... D'habitude, on s'est fait avertir, on s'est fait suggérer par notre ami Jean-François Denis qui dit « Vous ne devriez jamais laisser le dernier mot à l'invité. En tant que hôte, c'est vous qui devriez conclure, mais d'abord, on peut suivre tout le monde, là, fait que les contacts vont être là, mais pour vous, qu'est-ce qu'une personne peut faire pour s'impliquer? » C'est la question que beaucoup de gens me posent. Puis je me dis, quand vous ne le savez pas, vous n'êtes pas prête. Réfléchissez, allez en dedans de vous, puis vous allez trouver une réponse. Parce que sinon, vous allez vous impliquer quelque chose que vous n'aimez pas, quelque chose qui ne correspond pas à vous. Cherchez en dedans de vous, puis à un moment donné, vous allez trouver une réponse. Mais quand la réponse vient de quelqu'un d'autre, c'est pas senti. Il faut vraiment que vous ayez une introspection. Je veux m'impliquer dans quelque chose. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que les gens qui me disent, là, oui, j'aimerais m'impliquer, qu'est-ce que je peux faire? Non. Qu'est-ce que tu veux apporter? Oui. Ben, moi, je pense que je vais te répondre moi personnellement, mais moi, je pense que la réponse que je peux apporter, là, c'est mais pourquoi il fait ça? Moi, je pense que je peux souvent y répondre à cette question-là. Tu sais, moi, je sais que vous partez, fait que je vais conclure. Il n'existe pas de mécanisme pour que la personne reconnaisse ses torts. Moi, je me souviens, ça m'a frappé. Ça a été long avant que ça me frappe, mais ça m'a frappé. Mais cette idée-là de dire... Parce que le processus judiciaire est tel, pas à tort, mais à raison. À raison. Donc, le processus judiciaire à raison est punitif pour le criminel s'il reconnaît ce qu'il a fait. Mais c'est la base de la société. Amen. Mais ce que je veux dire, c'est pour moi, j'ai eu un procès, on en parlait, 2 ans, appel. Moi, j'ai arrêté après mon premier appel, je suis pas allé en Cour suprême. Mais tu sais, une personne va en Cour suprême, ben, c'est 7 ans à vivre ce mensonge-là où tu ne reconnais pas ce que tu as fait. Tu sais, je pense que ce serait bien d'avoir une opportunité ou un mécanisme, tu sais, pour répondre à ces questions-là d'abord. Ben, tu sais, moi, j'ai été dans des conférences dans les centres de jeunesse où on avait les pires jeunes, là, 15-16 ans, là, 16-17 ans, qui ont commis des crimes graves. Puis, je leur ai toujours dit, vous avez 2 choix. Vous restez dans le monde que vous avez connu, vous allez mourir à 43 ans. Ou vous décidez de vos responsabilités et vous allez mourir à 83 ans. Parce que le choix d'être criminel, c'est pas juste le choix d'avoir des sous. C'est une question de choix de vie. Puis j'ai toujours dit, soyez donc le bon larron plutôt que le mauvais larron. Parce que le Christ lui a pardonné.
Gros merci à ceux qui se sont rendus jusqu'à la fin et qui ont tune in cette semaine. Like, subscribe, commentez. Si tu penses que ce podcast-là peut aider quelqu'un que tu connais sur tes réseaux sociaux, n'hésite pas à le partager. Partage les Reels aussi. C'est vraiment, ça nous aide. On est rendu sur Patreon, c'est la meilleure façon de nous encourager. Puis sinon, c'est pas mal ça. Y a-t-il une place que le monde peut te rejoindre? Ils peuvent me rejoindre sur mes 2 pages Facebook, Pierre-Hugues Boisvenu, ma page privée, ou sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Ça va être dans la description aussi. Ouais. Pas mal tout. Merci, un grand homme, un géant. Merci. Merci beaucoup. Ciao tout le monde.